Alors, ouais, aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de... Enfin, bon, ça fait 4 ans maintenant que je viens ici. Enfin, oui, c'est la 4e année que je viens ici une fois par mois. Et c'est vrai qu'il y a 4 ans, quand Marilyn et Michel m'ont demandé de venir parler comme ça de la tradition au fil des saisons, une fois par mois, bon, j'avais dit oui, bon, on fera ça oui, pendant 1 an, ça ira bien. Et puis finalement, ben voilà, on est en train de, on est bien dans la 4e année et vous semblez toujours intéressé. Alors ce qui commence à m'inquiéter, c'est qu'il y en a qui reviennent. Bon alors, il y en a un qui dit je sais pas ce que c'est, l'autre qui dit bon c'est la quête du divin point. Alors ça voudrait dire que ben c'est pas la peine d'en parler. À la limite, c'est si vous n'avez pas rencontré Dieu, ben, c'est pas la peine d'en parler. C'est vrai, bon, on a peut-être le droit un peu de parler de lui quand même, hein, ou d'elle, je sais pas. Hein. Donc voilà, aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de ça. Et puis, c'est vrai qu'on est à Treuranteuc, dans une forêt quand même très spéciale, parce que c'est la forêt de Paimpont, évidemment. Alors vous connaissez la fameuse chanson, Les filles des forges, etc. Moi c'est comme ça au début, hein, que j'ai entendu parler de la forêt de Paimpont en 1970 par la chanson Les filles des forges. Hein. Je ne veux pas vous la chanter, mais c'est des filles un peu, hein, olé olé, qui vont se confesser au curé du canton. La chanson originale, c'est au curé de Baignon. Et bien évidemment, alors après, il y a dans les années 70 Triane qui a fait sa version. Elles vont se confesser au curé du canton, puis le curé, ben, il trouve qu'elles sont girondes, et puis il dit, bah, tiens, pour de pénitence, on va s'embrasser. Alors c'est intéressant parce que tout d'un coup, la chanson se double. Il y a des filles coquines, mais il y a un curé polisson. Et ça, alors là, je trouve ça remarquable. Hein. Donc voilà comment j'ai commencé à connaître la forêt de Paimpont. Alors après, on m'a parlé de la forêt de Brocéliande. Moi, dans le fin fond de mon Bourbonnais natal, la forêt de Brocéliande, j'en avais jamais entendu parler. Merlin, Arthur, Viviane, Morgane, c'était vraiment des choses très lointaines. Et, moi, dans mon adolescence, j'imagine que si j'étais né ici, j'aurais été passionné par tout ça dès ma plus prime enfance. Mais dans mon adolescence, moi, Merlin, Viviane, tout ça, Merlin aussi, je connaissais peut-être à peine la version de Walt Disney, mais ça m'intéressait pas plus que ça. Et puis, effectivement, voilà qu'il y a, quoi, une trentaine d'années, presque 40, non, trentaine d'années, 30, 35 ans, il se trouve que je viens, avec ma petite famille, je viens en Bretagne. Tout simplement parce que on avait un fiston qui était pas bien, qui était malade, et notre médecin de famille nous a dit, il n'y a pas de secret. Oui, il doit avoir 40 ans à peu près aujourd'hui. Oui. Il nous dit, il n'y a pas 2 solutions, enfin si, il y en a 2, mais vous pouvez soit l'emmener à la montagne, dans la montagne à 1000 mètres, soit l'emmener, profiter de l'air iodé du bord de la Manche. Bon, moi j'étais pas vraiment branché par la montagne à 1000 mètres, donc on est allé effectivement sur la Manche. Et là, c'est la première fois que je suis venu en Bretagne, et c'est vraiment, ça a été pour moi la révélation de ma vie, parce que quand j'ai découvert la baie de Morlaix à 19h, là, au coucher du soleil, j'ai vraiment pensé que c'était ce que j'avais vu de plus beau. Bon. Donc j'ai eu une histoire d'amour qui s'est tissée comme ça, il y a une 40aine d'années, et cette histoire d'amour dure toujours, et puis je pense qu'elle durera jusqu'à la fin de mes jours. Et puis, là-bas, j'avais des connaissances sur cette région-là qui m'ont dit, on va t'emmener en forêt de Brocéliande. Ah, la forêt de Brocéliande, ben oui, c'est là où il y a le roi Arthur, où il y a Merlin, etc. Et on m'a emmené dans la forêt du Helgoat. Alors je ne sais pas si vous connaissez la forêt du Helgoat, c'est en centre Finistère. Hein. Et effectivement, la forêt du Helgoat, c'est une forêt qui est absolument merveilleuse. C'est à 2h30 d'ici, par la route à peu près. Et là, vous allez voir, il y a un immense chaos granitique. On vous fait voir la grotte d'Artus, on vous fait voir le camp d'Artus. Et c'est comme ça que j'ai découvert Brocéliande, la première Brocéliande. Et voilà qu'il y a 25 ans, par hasard, j'arrive ici. Alors vous allez me dire, mais il est quand même un peu bonnet ce garçon. Ben oui, il y a 25 ans, je découvre qu'il y a une autre forêt de Brocéliande. Je débutais, hein, je suis désolé. Et tout d'un coup, effectivement, moi j'ai été séduit par les paysages, par la beauté du lieu, parce que c'est vrai que cette forêt de Paimpont, elle est absolument admirable, hein, elle est vraiment très très belle.
Et je m'y suis senti tout de suite très bien, ce qui fait qu'il y a eu un moment, quand j'ai eu la chance d'être à la retraite, avec mon épouse, on a eu envie de venir habiter ici. Donc voilà. Mais j'ai jamais cherché sur une carte routière la forêt de Brocéliande. Et j'espère qu'en venant ici, vous n'avez pas fait cette erreur de la chercher sur une carte routière ou de demander, ah peut-être que le GPS est assez idiot, peut-être pour vous dire qu'il y a une forêt de Brocéliande. Bon, ben, vous pouvez regarder sur n'importe quelle carte IGN, c'est-à-dire officielle, la forêt de Brocéliande, vous n'allez pas la trouver. Elle n'existe pas. Donc c'est une forêt imaginaire. Alors vous allez me dire, mais oui, alors on nous a trompés. Non, pas du tout. C'est pas la question. Simplement, cette forêt de Brocéliande, c'est quoi? Cette forêt de Brocéliande, c'est d'abord une sylve où il se passe des choses absolument incroyables. Il paraît, je dis bien il paraît, qu'on y rencontre des fées. Et il paraît qu'il y a aussi des phénomènes météorologiques absolument incroyables qui s'y passent. Par exemple, il y aurait une fontaine qu'on appelle la fontaine de Barenton. Vous y êtes sans doute allé déjà. Hein, il y a une grosse pierre qu'on appelle perron juste à côté. Il suffit de prendre de l'eau dans le bassin de la fontaine, de mettre de l'eau sur le perron et aussitôt vous déclenchez une tempête incroyable. Bon, d'abord, on est à l'abri pour l'instant. Souvent, moi j'habite dans l'impasse de Follepensée. Et je vois des tas de groupes qui vont en convoi comme ça à toute vitesse. Et je sais ce qu'ils vont faire. Alors qu'il fait un soleil incroyable, ces imbéciles vont essayer à tout prix de faire fonctionner la fontaine de Barenton. Heureusement, il y a beaucoup d'appelés, il y a très peu d'élus. Alors en général, on a plutôt du beau temps ici. Et voilà, cette forêt de Brocéliande, c'est celle-là. Ben oui, mais où est-ce que vous avez entendu parler de cette forêt de Brocéliande? Ah, pour les plus futés, vous allez me dire dans le film de Borman, Excalibur, dans Walt Disney, t'es encore assez jeune pour ça. Walt Disney, Merlin, etc., etc. Ben oui, mais sauf que cette forêt de Brocéliande, qui n'apparaît absolument sur aucune carte, eh bien, on va la trouver, nommée uniquement dans des romans du Moyen-Âge, et dans un roman bien particulier dont je vous parlerai tout à l'heure. Alors, la plupart du temps, demain encore, là, je vais emmener un groupe en forêt de Brocéliande, je sais ce qu'ils vont me demander. Je vais leur dire, qu'est-ce que vous voulez voir? Ils vont me dire, on veut voir des arbres druidiques. Oh! Ah bon, des arbres druidiques? Et qu'est-ce que vous appelez des arbres druidiques? Alors, ils vont me dire, ben, des arbres qui existaient au temps des druides. Ah oui, mais malheureusement, enfin ou heureusement, j'en sais rien, le temps des druides, c'était au dernier millénaire avant notre ère. C'est ce qu'on appelle l'âge du fer. Hein, c'est-à-dire, on va faire en gros, hein, moins 1000 à 0 avant notre ère. Donc, il faudrait qu'on ait en forêt de Pimpon, il faudrait qu'on ait des arbres qui aient, au bas mot, 2000 ans. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Alors évidemment, vous avez le fameux chêne guillotin. Le fameux chêne guillotin qui vit là depuis 1000 ans, paraît-il. Bon, mais enfin moi, depuis que je le connais, je le vois vieillir quand même d'une façon assez accélérée. Mais je pense que ça, c'est pour attirer les touristes. Bon, alors il aurait 1000 ans. Mais donc, vous voyez, le compte n'y est pas. Alors je leur dis ça. Je dis voilà, ça va pas être possible de voir des arbres druidiques. Alors il y a un arbre qui pourrait effectivement être de la grande période de l'âge de fer, c'est un if. Si on trouvait un if, les ifs peuvent vivre plusieurs milliers d'années. Alors là, on pourrait... Mais on n'a pas d'if. Je connais des très beaux ifs, justement, sur If Indique. Là, une amie qui m'a montré des ifs. Elle m'a fait promettre de ne jamais montrer l'endroit à d'autres. Et ces arbres sont très vieux, mais ils n'ont pas 2000 ans, ils n'ont pas 3000 ans. Hein. Bon. Alors après, quand on a réglé ça, les gens me disent « Ah oui, mais à ce moment-là, on veut voir des pierres druidiques. » Ah bon, allez, des pierres druidiques. Mais qu'est-ce que vous appelez des pierres druidiques? Alors, des dolmens, des menhirs. Ah ben là, c'est encore pire. Oui, parce que vous savez qu'ils ont dans la tête cette image romantique des druides qui sacrifient des jeunes vierges blondes sur les dolmens, sur les menhirs, etc. C'est encore bien ancré hein, dans l'imaginaire, ça. Alors les vierges,
Bon, mais les dolmens et les menhirs sur lesquels des druides les auraient sacrifiés, ça n'a jamais existé. Pourquoi? Parce que tout simplement, je vous ai montré tout à l'heure le créneau historique, hein, qui correspond à celui des druides et des celtes. Bon, alors même si on remonte avec l'âge du bronze, le compte n'y est pas non plus. Les dolmens, les menhirs, hein, ont été construits, ont été érigés par les civilisations néolithiques. Hein. Donc si on fait une fourchette large, la civilisation néolithique, moins 10 000, moins 2000, période d'érection des mégalithes, moins 5 000, moins 2000, moins 7 000, moins 2000. Donc là, on n'y est pas non plus. Ah, alors ils sont extrêmement déçus quand même. Et il y a pas longtemps, je faisais une signature au Pays de Merlin à Paimpont. Enfin, c'était l'été dernier. Et je vois un monsieur qui arrive et qui me dit oui, alors, les druides, bien sûr, avec les menhirs, les dolmens, etc. Ah, je lui fais non, non, non. On me regarde, l'œil soupçonneux. J'ai dit non, 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 pas du tout. Et je lui explique ce que je viens de vous expliquer. Et il me dit ah, mais oui, mais vous vous référez à l'histoire. J'ai fait oui. Et j'ai eu l'air bête, hein, pour pas dire j'avais l'air con, parce que le gars me croyait pas du tout, quoi. Bon, donc il n'y a pas de pierre druidique, il n'y a pas d'arbre druidique en forêt de Paimpont. Mais je suis sûr que parmi vous, il y en a plein qui s'imaginent que Merlin est un druide. Hein? Non, Merlin n'est pas un druide. Non, non, on va le voir tout à l'heure, Merlin n'est pas un druide. Je vais peut-être vous décevoir, mais il n'est pas un druide. Alors vous allez me dire, mais pourquoi aujourd'hui vous vous êtes gonflé quand même, vous prétendez druide et vous venez nous parler de la quête du Graal en Brocéliande, etc. Ah, parce que Merlin n'est certainement pas un druide, mais les romans du Graal, ce qu'on appelle la matière de Bretagne, le cycle arthurien, a quand même tout à voir avec la tradition celtique. Mais les romans du Graal, la matière de Bretagne, sont la christianisation de mythes et d'archétypes celtiques. Vous comprenez bien que les romans du Graal, qui ont été écrits dans la période moyenâgeuse, donc 12e, 13e siècle, c'est là les premiers textes, on est bien loin, on est au moins 12 ou 13 siècles après la disparition de la tradition celtique. Donc, les romans du Graal, on commence à mieux comprendre ce qui se passe si on commence par admettre que les romans du Graal sont la christianisation de mythes et d'archétypes celtiques. Souvent, surtout quand on rentre dans l'église de Tréhoranteuc, là à côté, bon, et on voit des images de la tradition arthurienne. Bah, certes. Et puis on voit des images de la tradition christique. C'est quand même normal dans une église. Hein, ça ne me choque pas. Et l'abbé Gillard, qui a rénové l'église là à côté, entre 42 et 62, on me dit souvent « l'abbé Gillard était un initié ». Ben sûrement, puisque c'était un prêtre. Un prêtre, même chez les catholiques, c'est un initié. « Ah oui, mais il a fait l'osmose entre la tradition païenne et la tradition chrétienne. » Mais pas du tout. Quand même, me disent les gens, mais la tradition d'Arthur, c'est quand même bien la tradition celte. Et dans leur esprit, les gens, en disant celte, pensent païen. Parce que dans l'esprit des gens qui viennent ici aujourd'hui, la plupart du temps, les mots celte et païen sont de parfaits synonymes. Ben non, pas du tout. Si on veut réellement comprendre ce qui se passe dans cette forêt, il faut s'intéresser justement à l'évangélisation de cette forêt. Et l'évangélisation de cette forêt, elle va se faire quand? Entre le 5e et le 7e siècle. Avant le 5e siècle, ici, on est toujours en territoire païen. Alors, bien sûr, on est dans l'Empire romain, hein, mais on est dans une tradition, on va dire, j'aime pas ce mot-là, mais gallo-romaine, et on est toujours dans les traditions païennes. Hein. Et comment est-ce que la christianisation va s'opérer ici? Bien, on va avoir des Gallois, des Cornouaillais, qui vont venir d'outre-Manche. Alors, souvent on dit, ah, tout d'un coup, les gens d'ici vont avoir une receltisation. Mais pas du tout. On va avoir ici une évangélisation qui va être faite par des moines gallois en grande majorité. Et ces moines gallois, ils ne vont pas faire de détails, comme Saint-Armel par exemple, ou Saint-Méen ou d'autres. Eh bien, ils vont, même si certains éléments de leur vie, de leur hagiographie, vont reprendre
des thèmes plus archaïques et des thèmes celtiques, ça sera pour mieux les étouffer. Ça ne sera pas pour les sauvegarder. Donc, imaginez bien, là on est entre le créneau 5-7, quand on arrive au créneau 12-13, 12e, 13e siècle, là on n'est pas du tout dans une sauvegarde des mythes celtiques antiques. On est réellement dans une christianisation. Mais ça ne veut pas dire pour autant que ça n'est pas intéressant pour comprendre ce qui se passe ici. Bon alors comme d'habitude j'avais prévu des trucs, mais j'ai fait n'importe quoi. Oui alors, cette fameuse forêt de Brocéliande, je vous dis tout à l'heure que moi la première forêt de Brocéliande que j'ai découverte, c'était en forêt d'Huelgoat, dans le centre Finistère. Déjà rien que le nom de la forêt d'Huelgoat, c'est intéressant. Goat c'est le bois, et Huel ça veut dire élevé. Donc c'est vrai que ça grimpe quand on va à Huelgoat, surtout quand on va au camp d'Artus, qui est en fait un ancien oppidum des osismes. Les osismes, c'était les Gaulois qui occupaient l'actuel Finistère. Ben, c'est vrai, ça grimpe, ça monte. Donc, mais ce qui est intéressant dans Huelgoat, dans la haute forêt, c'est cette idée d'élévation, justement. Et nous, occidentaux, nous sommes très attirés par la forêt. Je pense que cette forêt est extrêmement liée à notre imaginaire, ou notre imaginaire est extrêmement lié à la forêt. Donc tout d'un coup, quand on a une forêt qui est supposée accueillir la forêt de Brocéliande, eh bien, c'est une forêt particulière, qui est une forêt élevée dans le sens spirituel du terme. Dans toutes les traditions, un endroit élevé, une colline, ça va être synonyme d'un degré de conscience spirituelle acquis. Donc, tout d'un coup, que cette forêt du Huelgoat s'appelle la Haute Forêt et qu'elle accueille la forêt de Brocéliande, c'est intéressant. Mais la forêt de Brocéliande, bon, je ne vais pas vous faire l'affront de vous rappeler ce que c'est. Ben si, mais la forêt de Brocéliande, c'est dans cette forêt que les chevaliers du Graal courent en tous sens pour avoir plein d'aventures, des bonnes comme des mauvaises. Il faut avoir le courage de lire ça, parce qu'en fait, ça démystifie un peu la quête du Graal. Ils ne sont pas forcément intéressés par le Graal. Ils peuvent être intéressés par culbuter une pucelle, par exemple, par couper la tête d'un sarrasin. Bon, donc c'est les expériences, toutes les expériences, bonnes comme mauvaises. Donc on s'aperçoit que cette forêt de Brocéliande, dans les romans du Graal, elle est le lieu de l'expérience et le lieu de la connaissance, de toute façon. Et donc cette forêt de Brocéliande, on va la retrouver non seulement à Huelgoat, comme lors de ma première découverte, mais on peut la trouver en Scandinavie, on peut la trouver en Écosse, on peut la trouver en Normandie. J'ai un excellent ami, mon ami Georges Bertin, qui lui milite pour montrer que la forêt de Brocéliande, c'est pas du tout ici, mais c'est là-bas en Normandie, et il a des arguments. Certains ont placé la forêt de Brocéliande dans la forêt de Becherel. Bon, mais alors qu'est-ce qui se passe là? C'est un peu tout et n'importe quoi. Au XIXe siècle, la forêt de Brocéliande, elle est en forêt de Quintin, à 25 km au sud-ouest de Saint-Brieuc. Et puis, fin 19e, on va avoir des érudits locaux. L'un des plus connus, c'est le docteur Félix Bellamy. Il vient de Rennes. C'est un passionné de la tradition. Et puis avec plusieurs de ses amis, comme Damien Poignant par exemple, qui est lui juge, il y en a d'autres qui sont avocats, etc. Ce sont des gens d'une certaine élite sociale et professionnelle qui vont réellement militer en faveur d'une forêt de Brocéliande, ici en forêt de Paimpont. Et ils vont dire, c'est pas chez vous là-bas, Huelgoat, non, non. C'est pas chez vous à Quintin là-bas, non, non, c'est pas là-bas, c'est ici. Félix Bellamy, je ne sais pas si Michel les a, les bouquins de Félix Bellamy, mais Félix Bellamy, à l'époque, va faire une somme. Aujourd'hui, c'est 3 gros tomes comme ça sur la forêt de Brocéliande. Bon, évidemment, vous savez, on est en plein romantisme. Il y a les antiquaires, les précurseurs des archéologues qui disent à peu près parfois n'importe quoi, mais n'empêche que c'est la somme de connaissances qui n'a jamais été égalée sur la forêt de Brocéliande. Et alors, va y avoir une grosse empoignade entre érudits de Quintin et érudits d'ici, de la région de Paimpont et de Rennes. Et qui est-ce qui va gagner, évidemment? Ce sont les gens d'ici. Ils vont apporter la preuve
que la fameuse forêt de Brocéliande qu'on voit dans les romans du Graal, elle est ici. Alors, il faut savoir que cette forêt qu'on appelle forêt de Paimpont aujourd'hui ne s'appelle forêt de Paimpont que depuis 1791, parce que c'est là que la commune de Paimpont va être créée. Mais avant 1791, cette forêt ici s'appelle la forêt de Brécilien. Et le plus vieux document qui nous montre ce toponyme, c'est un document, c'est un acte de mariage qui date de 1405. On voit apparaître le nom de Brécilien. Mais avant 1405, on ne sait pas comment s'appelle cette forêt. Mais au plus loin qu'on puisse aller, donc début 15e siècle, ici on est en forêt de Brécilien. Vous allez comprendre pourquoi je vous fais cette précision. Tout simplement parce que les érudits du 19e siècle, le docteur Félix Bellamy en tête, vont aller chercher, pour accréditer leur thèse, des preuves dans 2 textes de la mythologie arthurienne. Le premier, c'est un texte qui s'appelle le Roman de Roux, qui date de 1160 environ, d'un certain Robert Wass. Alors, Roman de Roux, pourquoi? Pour Roman de Rollon. Rollon, c'est un chef normand. Et alors, vous inquiétez pas, j'ai des batteries. Et donc, dans ce Roman de Roux, Robert Wass va dire qu'on lui a dit qu'en Bretagne, il existait dans une forêt de Bréchélian. Vous voyez tout de suite Brécilien, Bréchélian, vous voyez le glissement. Qu'en forêt de Bréchélian, alors il rajoute quand même, dont Bretons vont souvent fablant. Et moi j'aime bien avoir, je me mets dans la tête de Robert Wass là-bas, le clerc Robert Wass, enfin moi moine, pour moi non j'aurais pas pu, mais Robert Wass qui disait Bréchélian, dont Bretons vont souvent fablant. Oh, ils sont un peu marseillais finalement ces Bretons. Un petit peu ça, ces Bretons qui disent dont Bréchélian, dont Bretons vont souvent affabulant. Oui, parce qu'à Robert Wass, on lui a dit que dans cette forêt, il y avait, dans cette forêt de Bréchélian, il y avait une fontaine auprès de laquelle on pouvait voir des fées, et que c'était aussi une fontaine qui pouvait faire pleuvoir. Alors que fait Robert Wass? Et ça on le sait, il vient ici, en forêt de Bréchélian. Il se déplace. Il veut voir si ce qu'on lui a dit était vrai. Alors il va aller au bord de cette fontaine. Il va dire, bon, j'ai vu des vénéors, c'est des chasseurs, en ancien français, j'ai vu des chasseurs qui, quand ils n'ont, alors là c'est moi qui rajoute que du temps à tuer, puisent de l'eau dans la fontaine avec leur corps, pas avec leur corps, mais avec leur corps. Non mais je précise, parce que des fois il y a des gens qui pensent que les chasseurs se baignaient tout nus au XIIe siècle dans la fontaine de Barenton, après tout pourquoi pas. Donc ils prennent de l'eau avec leur corps, le versent sur une pierre qui est là à côté, et ça fait tomber la pluie. Alors lui, Robert Wass dit, j'ai pas vu, mais on m'a raconté l'histoire. Et il dit en même temps, donc j'ai pas vu le miracle de la pluie, mais j'ai pas vu les fées non plus. Alors il dit quelque chose comme ça, j'étais fou en venant, j'étais fou en repartant, enfin... Mais on a là une forêt de Bréchélian, où il y a une fontaine avec une pierre qui fait pleuvoir. 20 ans après. Alors donc, les érudits du 19e siècle vont dire, regardez, là, Bréchélian, Brécilien, nous aussi on a une fontaine de Barenton qui fait pleuvoir, donc c'est là. Et c'est pas suffisant comme preuve quand même. Alors 20 ans après, on va avoir réellement le roman fondateur de la forêt de Brocéliande dans Brécilien, qui est de Chrétien de Troyes, le fameux clerc champenois, le fameux poète champenois, et qui lui, il ne viendra pas ici. Il ne vient pas ici, lui. Mais qui va écrire un roman qui s'appelle Yvain ou le chevalier au lion. Et c'est réellement grâce à ce roman qu'on va situer la forêt de Brocéliande en forêt de Paimpont. Et finalement, je vous en parlerai un petit peu tout à l'heure si vous n'en avez pas marre et si on a le temps, il va y avoir toutes les aventures de 2 chevaliers, un premier qui s'appelle Calogrenant, puis un second donc, qui s'appelle Yvain, qui vont venir effectivement à la fameuse fontaine de Barenton, dans la forêt de Brocéliande, parce que le nom de Brocéliande apparaît pour la première fois dans ce roman-là, donc vers 1180. Et effectivement, ils vont mettre de l'eau sur le perron, le miracle de la pluie va se produire, même pire, c'est l'apocalypse, c'est pas seulement la pluie.
Et donc, ces érudits du 19e vont dire, bah, vous voyez, on trouve la preuve dans le roman Andrew, on trouve la preuve dans le roman Yvain et le Chevalier au Lion. Non mais attendez, là, ils sont en train de nous refaire Da Vinci Code. Ben oui, parce que quand Da Vinci Code est paru, ça a été le scandale, souvenez-vous. Mais c'était qu'un roman, nom de Zeus. Ah ben oui, mais c'était marqué dedans. Mais c'est un roman. Là, c'est exactement pareil. Hein. Mais au 19e siècle, bon, c'est moins grave en même temps. Hein. Mais effectivement, puisque c'est marqué dans 2 romans, eh bien, c'est vrai. Oh oui, mais on n'est pas au bout de nos peines. Parce que, en 1467, le seigneur Guy de Laval, qui est le propriétaire de la forêt de Brécilien, va faire écrire un document qui s'appelle la Charte des usements et coutumes de Brécilien, et il va faire noter dans ce document-là, pour le coup historique, qu'il est le seul à pouvoir provoquer le phénomène de la pluie sur la fontaine de Barenton. C'est magnifique comme 3e preuve. Hein. Et c'est comme ça, effectivement, grâce aux 2 romans et au fameux document historique qui va être édicté par Guy de Laval, qu'on va finir par fonder la forêt de Brocéliande, ici, en forêt de Paimpont. Alors finalement, moi, vous savez, on a souvent des gens, on emmène des gens, des groupes pendant 3 à 4 jours parfois. Mais on a souvent des gens, et c'est de plus en plus fréquent, qui n'ont juste qu'une journée, ou qu'une après-midi, ou qu'une matinée à pouvoir consacrer à la forêt de Paimpont-Brocéliande. Alors ils nous disent, où est-ce qu'on vous fait confiance? On se repose sur vous, vous connaissez bien les lieux. Où est-ce que vous pouvez nous emmener pour qu'on comprenne bien ce que c'est que la forêt de Brocéliande? Alors on leur dit, fontaine de Barenton. Ah non, 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 on n'a pas le temps. Si vous venez en forêt de Brocéliande, de Paimpont-Brocéliande, et si vous ne voyez pas la fontaine de Barenton, c'est même pas la peine de venir. Parce que, en fait, cette fontaine de Barenton, c'est le seul lieu authentique, alors sur le plan de la légende, bien évidemment, pas sur le plan historique, hein, même s'il y a eu le fameux document des us et coutumes de Brécilien. Mais c'est le seul lieu qui fonde la forêt de Brocéliande, ici, en forêt de Paimpont. Oh, je vous raconte une histoire belge. Allez. Non, mais je le sens, parce que si, comprenez, Pierre est jeune, si on lui donne pas de temps en temps des petites histoires comme ça, il peut pas fixer son attention. Non, je plaisante, c'est un charmant garçon. Et qui a plein d'idées et qui fait des choses merveilleuses. Et alors, non, mais ce qui est fabuleux, c'est qu'en fait, les gens aussi aujourd'hui marchent de moins en moins. Et je pense que si on veut réellement connaître un pays, c'est même pas le vélo, c'est la marche. Il faut marcher quand on peut, quand on est en possession de ses moyens, il faut marcher. Parce que je pense qu'un pays vous rentre par les pieds. C'est par les pieds et par le corps qui vous rentre un pays. Et donc la boucle de Barenton, elle fait 4 km. Hein, pas plus que ça. Alors évidemment, la première partie de la boucle est un petit peu escarpée, mais ça fait partie du jeu aussi. Ceci dit, quand on emmène, nous, des gens assez âgés, on évite de les faire passer par là. Mais un jour comme ça, c'était en plein mois d'août, en plein été, il faisait beau, c'était merveilleux. Et on attendait un groupe avec mon épouse devant le grand plan de Barenton, là, sur le parking de Barenton. Et on voit arriver, j'espère qu'il n'y a pas de Belges parmi vous, mais de toute façon, je dis ça parce que qui aime bien châtie bien, les Belges sont merveilleux, vraiment. Et donc, on voit un couple de Belges qui arrivent, une quarantaine d'années, et la dame dit, ça va peut-être pas vous faire marrer, mais moi, je m'en marre même avant de vous la raconter. La dame dit, oh, mais tout de même, hein, la boucle fait quand même 4 km, et la fontaine est au milieu. Hein. Et le monsieur lui dit, oui, mais quand on est arrivé à la fontaine, on n'est pas obligé de faire la boucle, on peut faire demi-tour. C'est une vraie histoire belge. C'est une vraie histoire belge parce que généralement, on dit beaucoup de mal des Belges et c'est horrible parce que nous, on emmène beaucoup, c'est pour ça que je me permets de raconter cette histoire-là parce que je leur raconte toujours ça. Il y a beaucoup de Belges qui viennent ici, on a une très grande fréquentation. Les Belges sont extrêmement curieux. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'on a un peuple gaulois, les Redonnes, hein, qu'on retrouve le nom dans Redon, même dans Rennes, etc. Ça vient du gaulois redo, ceux qui courent. Hein. Et donc, mais je la trouve admirable, parce que c'est une vraie histoire. Hein. Donc, en tout cas, si vous doutiez d'aller à la fontaine de Barenton, si vous n'y êtes pas encore allé, si vous êtes en vacances, il faut y aller, parce que
quand vous retournerez chez vous, si vous dites aux gens, je suis allé en forêt de Brocéliande, ah, tu as vu la fontaine de Barenton? Ah non, vous allez passer pour des idiots. Hein. Il faut absolument y aller. C'est vraiment la fontaine qui situe Brocéliande ici. Alors, c'est le seul lieu authentique, parce que, par exemple, le Val sans retour qu'on voit ici, c'est merveilleux, c'est très très beau. Hein. Mais le Val sans retour n'est Val sans retour cycle depuis le milieu du 19e siècle. Parce qu'avant, il était au Val de la Marette, sur Saint-Malo, à une dizaine, je pense ça doit faire à peu près une dizaine de kilomètres à vol d'oiseau d'ici. C'était à la Marette. La Marette, il y a toute une balade à faire, c'est le circuit de Merlin, où vous retombez dans un petit val, etc. C'est vraiment superbe, il faut aller voir ça, c'est merveilleux. Mais on va construire, au 19e, on va construire une usine là-bas. Alors tout d'un coup, ça va devenir beaucoup moins glamour. On va décider de déplacer le Val sans retour ici. Hein. Bon, c'est très bien, il est très beau. Et puis, quand vous êtes au-dessus du Val sans retour, vous allez voir le rocher dentelé avec la chaise de Merlin. Ah ouais, mais c'est pareil. Quand ils ont déplacé le Val sans retour au 19e siècle, ils ont fait un déplacement de groupe, c'est-à-dire que la chaise de Merlin, au départ, c'était au lieu-dit la Velle-Guichet, sur la commune de Saint-Malo-sur-Mel. C'est un menhir qui existe encore aujourd'hui, qui est monumental, il est vraiment très beau, et qui est taillé en une forme de gros fauteuil comme ça. Alors on l'appelle la chaise du diable, le menhir de la chaise, et c'était la chaise de Merlin. Donc vous voyez que l'Ostier de Viviane, ça veut dire la maison de Viviane. Vous avez vu peut-être le tombeau de Merlin, qui est sur la commune de Saint-Malo aussi. Là, le tombeau de Merlin, on ne l'a pas déplacé, il est resté là-bas. Mais quand vous lisez Félix Bellamy vous dit que Viviane, l'amie de Merlin, a son tombeau à une portée de coup de fusil de celui de Merlin. Donc. Et on a une allée couverte, enfin une allée en ruine qui s'appelle l'allée des Anglais, le tombeau des Anglais. Et visiblement, ce serait ça que Félix Bellamy désignait au XIXe siècle comme étant le tombeau de Viviane. Hein. Donc vous voyez, bon, mais après tout, c'est pas grave, puisque ici, on est dans la légende. On est dans Brocéliande. Et de toute façon, une forêt imaginaire, elle n'a absolument pas besoin d'être localisée géographiquement. Hein. Alors, mais pourquoi la forêt de Brocéliande est venue se construire ici? Ben, je ne sais pas si vous avez eu des abeilles chez vous déjà, mais moi, c'est grâce aux abeilles que j'ai cru pouvoir comprendre pourquoi la forêt de Brocéliande était venue ici. Il y a 1 an environ, comme ça, je vais arroser mon jardin. Je l'arrose peu, hein, je paille, je vous préviens, parce que vous allez dire, il n'est pas sérieux ce druide quand même, il arrose son jardin. Mais il y a quelques fois, il faut arroser quelques plants. Alors, je remplis mon arrosoir, le pignon de ma maison allait très bien. Je fais l'aller-retour, ça me prend 20 minutes, je reviens, le pignon de ma maison était couvert d'abeilles. Alors bon, les abeilles, je trouve que ce sont des insectes formidables, mais j'étais quand même ennuyé, quoi. J'étais quand même ennuyé parce que c'est sympa que les abeilles viennent chez moi parce qu'elles se trouvent bien. Et elles commencent à rentrer dans la maison, etc., etc. Alors j'appelle un apiculteur. L'apiculteur vient, regarde, dit « Ah ça, c'est peut-être pas l'essaim. » Il me dit « C'est des éclaireuses. » Ah, moi je savais pas. Moi je savais pas qu'il y avait des éclaireuses. Je savais pas. Et il me dit « Mais vous verrez, si demain elles sont plus là, c'est que c'était des éclaireuses. » Bon, vers 10h du soir, elles ont commencé à se calmer, parce que après, quand la nuit tombe, etc., elles cessent leur activité. Et le lendemain matin, effectivement, la première chose que je vais faire quand je me lève, je vais voir le pignon de ma maison. Même dans la maison, à l'intérieur, on en avait une dizaine qui restaient, mais c'était pas... Bon, ça manifestait pas une invasion, quoi. Et je vais voir le pignon, plus une seule abeille. Et en fait, l'apiculteur m'a expliqué, en revenant chercher, parce qu'il avait mis une petite ruchette pour essayer de les attirer, il m'a expliqué, il m'a dit, voilà, quand un essaim veut se fixer quelque part, il envoie des groupes d'éclaireuses dans toutes les directions. Les éclaireuses vont s'installer pendant un petit moment, elles voient si le lieu est favorable à l'ancrage de l'essaim. Si le lieu est favorable, elles viennent faire leur rapport, et après, l'essaim vient en entier. Et donc, eh ben, moi j'avais des éclaireuses, j'étais vachement content.
En fait, moi, j'aime pas beaucoup la psychanalyse. Même pas vraiment. Mais je trouve que Jung, par exemple, a dit des choses quand même qui sont très intéressantes. Cette histoire d'inconscient collectif. Moi, je suis certain, enfin, j'ai l'intuition que cet inconscient collectif existe. Bon. Et je pense que Brocéliande, c'est comme un essaim de notre mémoire. Et cet essaim de notre mémoire occidentale, parce que les romans du Graal, les druides, les Celtes, les mégalithes, tout ça, la forêt, ça fait partie de notre imaginaire occidental. Je pense qu'à un moment, notre inconscient collectif a décidé de fixer eh bien, l'essaim de Brocéliande à un endroit bien précis. Alors il a envoyé des éclaireuses en Scandinavie, il a envoyé des éclaireuses à Becherel, il a envoyé des éclaireuses à Huelgoat, il a envoyé des éclaireuses ici. Et puis les éclaireuses sont retournées faire leur rapport à l'essaim et a dit, eh ben finalement, là où on va pouvoir mieux se fixer, ça va être dans la forêt de Paimpont. Et je pense que c'est un petit peu ça. Et c'est pour ça que je considère, moi, la forêt de Paimpont, Brocéliande, comme le conservatoire de notre mémoire occidentale. C'est un petit peu ça. Dans lequel, effectivement, la forêt a une large part. Mais pourquoi la forêt a une large part, comme ça, dans notre imaginaire? La forêt, à la fois, nous attire et nous fait peur. Il faut savoir que, alors, toujours, quand j'emmène des gens en Brocéliande et qui viennent un petit peu atteints de la merlinerie, de l'arthuriette, de la morganette, de la vivianette, etc., c'est marrant parce que finalement, les enfants sont beaucoup plus sérieux que les adultes. En général, on arrive beaucoup mieux à leur parler de ce qui se passe ici, que les parents sont beaucoup plus fondus en général que les enfants. J'ai emmené un jour un groupe de... Il y avait dedans, il y avait un pédopsychiatre, il y avait un psychiatre, il y avait un énergéticien, il y avait un psychologue, il y avait un médecin, un gynéco. C'était complètement fou. Ils sont arrivés là, ils voulaient que je les emmène en forêt de Brocéliande, déguisés en fées, en lutins, etc. J'ai dit, mais non, arrêtez, moi je suis connu ici. Il n'est pas question qu'on fasse ces conneries. Vous voyez, des gens quand même qui ont quand même une certaine, on va dire, éducation, intelligence, etc. Ils étaient prêts à complètement se livrer à un grand carnaval brocéliandesque, quoi. Donc mais moi, ça m'a amusé parce que, en fait, ça prouve que cet imaginaire-là a une emprise sur notre mental qui est absolument incroyable. Alors, pourquoi la forêt est aussi importante? Moi, toujours, quand j'emmène des groupes ici en forêt de Brocéliande, je leur dis, écoutez, la tradition du Graal, 12e siècle, 13e siècle, ça fait partie de notre mémoire, c'est extrêmement important, parce que quand on s'y intéresse, on peut comprendre comment nous, occidentaux, nous fonctionnons, mais la littérature arthurienne, les romans du Graal, en forêt de Paimpont Brocéliande, c'est l'arbre qui cache la forêt. Et donc, il faut, si on veut comprendre ce qui se passe ici, il faut absolument aller voir derrière cet arbre qui cache la forêt. Et derrière cet arbre qui cache la forêt, puisque je vous ai dit tout à l'heure que les romans du Graal, c'était la christianisation du mythe et de l'archétype celtique, ça va être la tradition celtique qu'on va retrouver. Mais tout d'un coup, du XIIe au XIIIe siècle, on va faire un bond, donc, de 12 ou 13 siècles en arrière, pour retrouver une mémoire qui nous est propre. Parce que souvent, les gens me disent, oui, mais les mégalithes, les dolmens, les menhirs, ça aussi, ça fait partie de notre mémoire. Oui, mais sauf que on n'a absolument aucun écrit sur la tradition, sur les traditions des civilisations néolithiques. Et le plus loin qu'on puisse remonter dans une mémoire dont on connaît des traces, c'est la tradition celtique. Alors, il est très clair que les druides antiques, et vous le savez certainement, n'écrivaient absolument rien. Ils refusaient de confier leur enseignement à l'écriture. Donc, ça n'est pas des écrits druidiques qu'on va avoir sur cette tradition-là. En général, les témoignages qu'on va avoir des Celtes et des druides, ça va être des témoignages indirects, des témoignages qui nous ont été donnés par les auteurs grecs et latins, avec lesquels il faut être très prudent, effectivement. Mais donc, notre mémoire, ici...
Alors, moi, je me fiche complètement de ce que... Si vous voulez être chrétien, vous êtes chrétien. Si vous voulez être bouddhiste, bouddhiste, c'est pas une religion, mais vous pouvez être bouddhiste. Si vous voulez être de confession juive, vous faites ce que vous voulez. Si vous voulez être musulman, vous faites ce que vous voulez. Si vous voulez adorer le concombre masqué, vous adorez le concombre masqué. Pour moi, c'est pas un problème. Mais je pense réellement que nous, occidentaux, nous sommes des amnésiques sur le plan spirituel. Et que... effectivement, pourquoi en général on se tourne vers des tas de traditions qui finalement sont peut-être très éloignées d'une tradition qui est celle de notre terre? Eh bien parce que on sent bien qu'il nous manque quelque chose, et puis on a ce désir d'élévation et d'aspiration spirituelle, donc on va se tourner vers des traditions qui ont toutes leurs valeurs. Hein. Il est complètement évident que l'islam, le christianisme, etc., les grandes religions véhiculent des idées et des principes qui sont tout à fait respectables. Mais nous, occidentaux, on n'est pas bien, parce que justement, sur le plan de la mémoire, nous l'avons perdu. Et en fait, je reste persuadé que tous ceux qui viennent ici, dans cette forêt de pimpon brocéliande, ils sont dans une recherche de racines perdues, hein, dans une recherche de mémoire perdue. Et là, on a effectivement cet inconscient collectif qui est venu greffer la tradition du Graal sur cette région, et cette région, tout d'un coup, devient un laboratoire de récupération de mémoire. Hein. Alors pourquoi je dis, effectivement, les romans du Graal sont la christianisation de mythes et d'archétypes celtiques? Bon, vous l'avez voulu. On va commencer par Merlin. On va commencer par... Oui, alors, comme je le disais tout à l'heure, évidemment, j'avais prévu tout un tas de trucs, et puis j'en ai pas parlé, mais c'est pas grave. Oui, Merlin. Je commence par lui parce que c'est réellement l'image qu'on a, l'image du druide. Merlin, c'est un druide, voilà. Ben non, c'est pas un druide. Mais par contre, il a tout à voir avec le monde du druidisme. Merlin, il a une caractéristique. Quand vous lisez les romans du Graal, il a vraiment une qualité première, c'est qu'il peut se métamorphoser. Et donc, l'histoire des métamorphoses dans le monde celtique antique, ça, on connaît ça. Je fais une conférence là-dessus, je ne sais pas quand, mais on connaît très bien ça. La métamorphose, dans le monde celtique, elle est extrêmement fréquente. Merlin, lui, peut se transformer aussi bien en jeune homme qu'en très vieil homme. Donc là, tout d'un coup, la première constatation qu'on peut faire, c'est que Merlin maîtrise son âge. Donc ça veut dire qu'il maîtrise le temps. Donc ça veut dire qu'il maîtrise le temps sur le plan chronologique. Mais Merlin aussi, on parlait de la fontaine de Barenton tout à l'heure, normalement, cette fontaine de Barenton, elle a une autre qualité, c'est qu'elle est le lieu de rencontre entre Merlin et Viviane. Alors ça aussi, c'est du grand romantisme, parce que si vous lisez les romans du Graal, Merlin et Viviane se rencontrent auprès d'une fontaine dont on ne donne pas le nom et qui est en forêt de Briosque. Alors je veux bien qu'on passe de Briosque à Brocéliande, mais pour m'expliquer comment. Donc mais maintenant, dans notre inconscient, dans notre imaginaire, la fontaine de Barenton, c'est le lieu de la rencontre entre Merlin et Viviane. Eh bien oui, mais je vous ai parlé tout à l'heure de la pluie qu'on pouvait provoquer à Barenton, mais quand vous lirez Yvain et le Chevalier au Lion, vous verrez que ce n'est pas seulement la pluie qui tombe, c'est la grêle, c'est des bourrasques de vent énormes. Et puis après avoir fait le miracle de la pluie sur Barenton, tout d'un coup, on a un soleil radieux qui réapparaît. Donc la fontaine de Barenton, la fontaine de Merlin, c'est une fontaine atmosphérique, on va dire. Hein. Et alors, dans les romans du Graal, quand vous lisez les romans du Graal, Merlin, c'est pas un gars peace and love. Hein. Non, non, il est à la tête des armées du roi Arthur et il combat aussi. Hein. Et alors, il combat comme un guerrier, mais il peut aussi utiliser des subterfuges pour mettre la panique dans les armées adverses. Il va faire lever un vent, il va faire lever une brume. Donc vous voyez qu'il est attaché aussi au climat et qu'il est maître du temps, mais cette fois-ci pas sur le plan chronologique, mais sur le plan atmosphérique. Merlin, c'est lui qui va initier la quête du Graal. Or, c'est quoi le Graal?
Je ne sais pas. Voilà, le Graal, si on sait. En fait, on a tous les dieux celtes, tous les grands dieux celtes ont des chaudrons. Hein. Et on a un dieu dans la mythologie irlandaise qui s'appelle le dieu Dagda, qui a un chaudron. Et il trouve son pendant dans les dieux gaulois. Alors, je vais vous dire Sukelos, mais je ne le prononce pas bien. J'aurais dû dire Sucellos, mais à chaque fois ça fait rire, j'en ai marre. Alors, donc on a un grand dieu gaulois qui s'appelle Sukelos, qui lui aussi possède un chaudron. Et alors, bon, par contre, on n'a pas de mythologie gauloise. Par contre, on a une mythologie galloise et une mythologie irlandaise. Bon, c'est pareil, ces textes de la mythologie, ce sont des textes qui datent de la période médiévale, hein, qui ne datent pas de la grande période celtique. Mais quand même, on sait que ces textes-là ont repris des motifs plus archaïques. Et dans la mythologie galloise, on a dans la mythologie irlandaise, pardon, on a un texte qui s'appelle la Seconde bataille de Mactured, qui décrit le chaudron du fameux dieu Dagda. Et voilà ce que dit le texte. Ce chaudron, aucune troupe ne le quittait insatisfaite. Ça voulait dire que vous pouvez amener des milliers de guerriers tout autour, qui pouvaient manger dedans. Jamais le chaudron se vidait. Et puis il y a un texte de la mythologie galloise qui dit, qui s'appelle le Mabinogi de Branwen, qui dit, à propos de ce chaudron, si tu perds un homme au combat aujourd'hui, et qu'on le jette dans ce chaudron, dès demain il sera dans la forme la meilleure qu'il ait jamais connue. Il peut repartir au combat. Sauf qu'il a perdu la parole. Hein. Certains pensent que je devrais, de temps en temps, tomber dans ce chaudron, mais bon... Donc, qu'est-ce qu'on voit là? On a un chaudron qui est synonyme de quoi? D'abondance, aucune troupe ne le quittait insatisfaite, et un chaudron aussi qui est synonyme de résurrection. Qu'est-ce que c'est que le Graal? Dans les romans du Graal, vous lirez dans plusieurs versions du roman du Graal, ou même dans plusieurs romans du Graal, vous avez toujours cette histoire de vase qui a été récupéré par un certain Joseph d'Arimathie, qui était membre du Sanhédrin, hein, et qui, à Jérusalem, après la mort du Christ, a recueilli la coupe dans laquelle le Christ avait pris son dernier repas avec ses apôtres, et avec cette coupe, il va récupérer quelques gouttes du sang du Christ. Et ensuite, on va voir ce calice qui va être apporté par la famille de Joseph d'Arimathie jusqu'en Grande-Bretagne en passant par Brocéliande. On va voir ce calice qui va sans cesse ressusciter et sans cesse nourrir. Hein. Par exemple, quand je crois que c'est dans Perceval de Gallois, on voit un moment le Graal arriver, hein. Enfin, on ne le voit pas, on sait qu'il arrive, il y a une grande lumière qui se produit, et le conte nous dit, non, ça doit être dans le conte du Saint Graal, aussitôt, la table se couvre de mets, et devant vous, vous avez le mets que vous désirez le plus. Moi, si c'était possible, ce serait un grand pavé de bœuf avec des frites. Hein. Donc, le Graal, quand il apparaît, à chaque fois, il couvre la table en abondance. Et puis, aussi, il ressuscite. Donc, vous voyez bien que tout d'un coup, ce fameux Graal, finalement, peut être la christianisation des chaudrons des dieux celtes. Alors, il faut savoir que ce fameux dieu Dagda, il est maître du temps, aussi bien sur le plan chronologique que sur le plan atmosphérique. Et puis, le dieu Dagda, il a une massue qui tue par un côté et qui ressuscite par l'autre, comme beaucoup d'autres dieux dans d'autres mythologies. Et je suis sûr, toi, Dominique, de temps en temps, tu dois utiliser un Merlin. Hein, on a tous fait ça, soit pour enfoncer des pieux, ou pour couper du bois. Hein. Eh bien, on a une espèce de masse comme ça, et qu'on appelle un merlin. Dans les abattoirs, avant que ce soit moderne, comment est-ce qu'on abattait les bestiaux? Avec une masse qu'on appelait un merlin. Donc, vous voyez qu'en fait, Merlin, il réunit en lui toutes les caractéristiques du grand dieu Dagda irlandais, du grand dieu gaulois Sucellus. En fait, Merlin, ça n'est plus un païen, il est chrétien. Oui, parce que pour que vous soyez convaincu qu'il est chrétien, Merlin, ça vient de me tomber sous le nez. Dans le Merlin de Robert de Boron, voilà ce que dit Merlin.
il convient que je serve Jésus-Christ avec le pouvoir qu'il m'a donné. C'est un païen, ça? Ben non. Hein. Donc Merlin est réellement la christianisation de Dagda. Et Dagda, en plus, est le dieu tutélaire des druides. Donc tout d'un coup, dans Merlin, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve la christianisation du dieu tutélaire des druides. Hein. Et voilà. Arthur, maintenant. Alors Arthur, qu'est-ce que vous voulez? Arthur, c'est un roi très chrétien. Vous vous souvenez tous de l'histoire où Arthur est tout jeune, son père Uther Pendragon est mort, il faut trouver un successeur à Uther Pendragon, mais Merlin a été élevé dans la clandestinité, pardon, Arthur a été élevé dans la clandestinité par Merlin, donc personne ne sait qu'Uther Pendragon a eu un fils. Donc Merlin va intriguer pour pouvoir réussir à faire monter Arthur sur le trône du royaume de l'ogre. Alors, une nuit de Noël, qu'est-ce qu'il va faire? Sur la place de la ville, il va faire apparaître un perron, c'est-à-dire une grosse pierre, sur laquelle on va avoir une enclume, et dans l'enclume, il va y avoir une épée qui va être fichée. Alors là, Excalibur, évidemment. Bien sûr, j'aime bien quand il y en a qui suivent. Alors, vous allez me dire, mais cette pierre, cette enclume, bon, l'épée Excalibur, on la connaît tous, hein. Mais ça veut dire quoi, tout ça? Alors, évidemment, oui, je voulais mettre un coup à Walt Disney, parce que oui, Walt Disney, il a fait disparaître l'enclume. Hein? Bon, c'est pas trop grave, parce que le symbole reste le même. Alors, sur la pierre, il y a une inscription, celui-là, qui arrivera à me tirer de la pierre, celui-là sera roi. Par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pas franchement païen, tout ça. Bon, alors, je ne sais pas par quel bout commencer, parce que c'est tellement énorme. En fait, le roi Arthur tient son nom du nom gaulois de l'ours, Arthos. Dans la tradition celtique antique, la société est divisée en 3 classes. Il y a la classe des artisans producteurs, il y a la classe des guerriers et il y a la classe des druides. Le roi est toujours issu de la classe guerrière. Et le symbole de la classe guerrière, c'est l'ours. Et par extension, comme le roi est issu de la classe guerrière, ça va devenir le symbole du pouvoir royal. Hein. Alors pourquoi l'ours, symbole de la classe guerrière? Tout simplement parce qu'au moment de la tradition celtique, nous, dans nos forêts, on n'a pas beaucoup de lions. En fait, le lion va devenir symbole de la royauté au XIIe siècle. Lisez un bouquin de Michel Pastoureau qui s'appelle « L'ours roi déchu ». Michel Pastoureau montre très bien qu'au XIIe siècle, l'Église va diaboliser l'ours au profit du lion. Pourquoi? Parce que le Christ est nommé le lion de Juda, hein, et donc le symbole royal va devenir ça va être le lion, l'ours, ça va être fini. Hein. Donc, l'ours est le symbole royal. Alors pourquoi l'ours est symbole du guerrier? Parce que nous, dans nos forêts, le roi des forêts, c'est effectivement l'ours, c'est lui qui est le plus costaud, c'est le plus grand prédateur. Et puis, ce qui est géant aussi, c'est comme nous, il se met debout. Hein? Donc il y a vraiment une grande ressemblance entre l'ours et l'homme. Alors ça, pourquoi l'ours est le symbole du guerrier dans la tradition celtique? À cause de cette connotation de force. Mais il y a une autre raison. C'est parce que dans la tradition celtique, le roi est garant de l'équilibre du monde. Il est garant donc de l'équilibre de l'axe du monde. Et il est à tel point garant de l'équilibre de l'axe du monde qu'il va incarner lui-même l'axe du monde. Et ce qui fait que son royaume va devoir tourner autour de lui, exactement comme notre globe terrestre tourne tranquillement, hein, dans l'harmonie autour de l'axe polaire. Hein. Il y a une connotation stellaire aussi. Il y a une connotation polaire. Parce que l'axe de notre Terre, aujourd'hui, est braqué sur Alpha de la petite ours. Hein. Et c'est pour ça que le roi Arthur est un roi ours. Les temps de la quête du Graal, il y a des gens qui cherchent encore aujourd'hui à montrer qu'Arthur a réellement existé. Il y a peut-être eu un roi Arthur qui a existé, effectivement, parce que Arthur est plus certainement un titre de chef de guerre qu'un nom propre, peut-être. Hein. On retrouve ça avec
vous connaissez tous le fameux bouclier de Brennus. Hein. Bon, ben, Brennos, il y en a deux qu'on appelle Brennos, c'est Belovèse et Ségovèse, qui ont été à la tête d'une coalition qui a été sur Delphes en Grèce et ensuite et puis une autre sur Rome, donc en 380 et 279 avant notre ère. Ces deux-là, l'un qui s'appelle Belovèse et l'autre Ségovèse, on les appelle tous les deux Brennos. Ça vient du gaulois Brenno, et donc qui signifie corbeau. Et en fait, le corbeau, le Brennos, c'est plus un titre comme un grade, quoi, général, si vous voulez, ou un titre de chef d'écart qu'autre chose. Ici, ça se trouve, peut-être qu'Arthur, c'est la même chose. Donc, il y a cette connotation stellaire. Effectivement, les temps de la quête du Graal, c'est les temps où l'axe de notre Terre est braqué sur Alpha de la petite ours. Vous allez dire, ça y est, lui, Davis, il est parti, on l'a perdu. Ah bon, alors, parce qu'il y aurait une autre étoile polaire possible? Ben oui, bien sûr. Parce que, imaginez, là, c'est le Soleil, il y a le plan du Soleil, puis il y a l'axe de notre Terre qui est là. Et l'axe de notre Terre, par rapport au plan du Soleil, il est incliné de 23 degrés et demi. Oui, alors donc, le globe terrestre tourne autour de cet axe-là. Oui, mais pendant ce temps-là, l'axe se déplace. Et il décrit un cône. Et il se déplace sur ce cône de 1 degré tous les 72 ans. Hein? C'est ce qu'on appelle le phénomène de la précession des équinoxes. Et donc, ça veut dire que notre axe polaire, il change tout. Je vous rassure, la grande année solaire, elle dure 25 920 ans. Hein. Donc, ce périple-là sur le cône, ça dure 25 920 ans. Donc, nous, on ne s'aperçoit pas de ce phénomène-là. Mais ça veut dire que notre axe polaire change d'étoile polaire au cours de sa pérégrination sur le cône. Comment s'appelait le roi, le père du roi Arthur? Uther Pendragon. Je lui disais qu'il était génial, ce jeune, quand même, ce jeune garçon d'environ 40 ans, quand même. Non. Uther Pendragon. Uther, tête de dragon. Ça veut dire que les temps du règne du roi Arthur, du roi Uther Pendragon, sont l'allégorie des temps où l'axe de notre Terre était braqué sur Alpha de la constellation du dragon. C'est ce que ça veut dire, tout ça. Alors, pendant que j'y suis, je vais vous foutre un coup de grâce. Alors, vous allez me dire, mais dans ce cas-là, la fameuse table ronde, alors, la table ronde, à votre avis, ça va symboliser, dans ce contexte, ça peut symboliser quoi? Ça a à voir avec ça. C'est l'étoile polaire et les deux constellations autour. Alors, j'ai des étoiles polaires et les constellations autour. Sois précis. Les signes du zodiaque. Les signes du zodiaque. La table ronde, en fait, ça va être le zodiaque, tout simplement. Parce qu'en fait, le zodiaque, c'est quoi? C'est une bande qui entoure la Terre, qui est centrée sur l'écliptique. Et alors, pourquoi cette ligne-là? Il y a une ligne qui est médiane sur cette bande du zodiaque. Pourquoi on l'appelle l'écliptique? Parce que cette ligne-là, tout simplement, parce que c'est sur cette ligne que les planètes vont faire leurs éclipses. Hein. Et donc la bande du zodiaque, elle fait 17 degrés de large et elle entoure absolument tout le globe. Il y a des constellations dans notre ciel qui ne font pas partie des constellations du zodiaque, hein, vous le savez bien. Hein. Donc la table ronde, bah oui, la grande ours, ça ne fait pas partie de... Enfin, quand même. Il nous dit, c'est le zodiaque. Il est gentil, on veut bien le croire, parce que, après tout, c'est à peu près plausible. Ah oui, mais sauf que dans les romans du Graal du Moyen-Âge, hein, donc, dans la quête du Saint Graal, qui est du XIIIe siècle, voilà ce qu'on dit de la table ronde. Il y eut la table ronde instituée selon les conseils de Merlin, et non sans une grande signification. Dans sa dénomination de table ronde sont en effet entendus la rondeur du monde, le cours des planètes, des éléments et des étoiles et beaucoup d'autres choses qui permettent de dire que la table ronde figure le monde. Vous voyez, c'est... Alors, dans Tristan Isolde, vous connaissez, dans une des versions du roman de Tristan, il est dit, vous allez voir la table ronde qui tourne comme l'univers. Et puis, dans le roman du roi Arthur de Thomas Malory c'est plus tardif, c'est 1471, voilà ce que dit Thomas Malory, pas franchement sympathique Thomas Malory, hein. Parce que, vous allez voir, on va parler de Morgane, si vous n'en avez pas marre tout à l'heure. Morgane, au début, avec Geoffroy de Monmouth, Morgane, elle n'est pas maléfique comme on la présente aujourd'hui. Et Thomas Malory est un de ceux qui va un petit peu la diaboliser. C'est pour ça que je dis qu'il exagère. Alors, voilà ce que dit Thomas Malory. Merlin fit la table ronde,
à l'image du monde, rond lui aussi, on peut en effet justement dire qu'elle représente le monde. Alors en fait, qu'est-ce qu'on peut déduire finalement de ces romans du Graal? Eh bien, c'est qu'ils sont dans les grandes traditions des grandes religions, des grandes philosophies. Ils nous montrent ce qui se passe dans l'univers, tout simplement. Alors, pour revenir à Arthur. Arthur, donc, possède une épée, la fameuse épée Excalibur. Et cette épée Excalibur, il va la tirer d'une enclume. Pourquoi il va la tirer d'une enclume, à votre avis? Ben, c'est simple, hein, mon Pierre. Non, tu ne veux pas me dire. Non, mais moi je sais pourquoi, je cherche pas ça. Je cherche pas ça. Ben, qu'est-ce que. L'enclume. L'enclume, c'est l'outil de qui? Du forgeron. Donc, dans la tradition celtique, bon, je ne le trouverai pas, c'est pas la peine. Dans la tradition celtique, il existe un dieu forgeron qui s'appelle Gobniu. Et ce dieu Gobniu, vous le trouvez christianisé, pas loin de la forêt de Brocéliande, dans Saint-Gobrien. Gob, en breton, Goff, Gov. On va retrouver ça dans le nom de Gauvin aussi. Gov, c'est le forgeron. Tous ceux qui s'appellent le Goff en Bretagne ont eu des ancêtres forgerons. Donc, le forgeron a une très très grande place dans la tradition celtique, parce que d'abord, c'est lui qui va construire les armes du guerrier, c'est lui qui va construire les outils du paysan, et puis c'est lui aussi qui va faire la boisson des dieux. Donc, pourquoi il y a une enclume? Walt Disney, il n'a pas dû comprendre pourquoi il y a eu une enclume, il l'a virée. Pourquoi il y a eu une enclume là? C'est parce que sans les forgerons, il n'y a pas d'outils pour le paysan, puis il n'y a pas d'armes pour le guerrier. Et puis en dessous, il y a une pierre. Alors, c'est quoi cette pierre? Eh bien, dans la tradition celtique antique, donc au dernier millénaire avant notre ère, pour élire un roi, on utilise une pierre. Et cette pierre, lorsque celui qui est capable d'exercer les fonctions royales se présente devant elle, cette pierre, elle doit se mettre à crier. Oh! Non, c'est pas... J'essaye depuis 30-40 ans, mais ça ne marche pas. Je ne connais pas le cri de la pierre. Mais la pierre se met à crier. C'est-à-dire qu'avec son cri, elle va accepter le candidat comme roi. Et alors cette pierre en Irlande, dans les textes de la mythologie irlandaise, on la retrouve sous le nom de pierre de Fal. Mais cette pierre-là, aujourd'hui, vous la connaissez tous. Absolument tous. Est-ce qu'il y en a qui sont allés à Édimbourg, en Écosse, déjà? Qu'est-ce que vous avez vu à Édimbourg, dans le palais? Eh oui, la pierre des rois, la pierre de Scone. Alors en fait, cette pierre de Scone, de toute façon, ça ne m'étonne pas que vous ne l'ayez pas bien vue, parce qu'elle est enchâssée dans un truc, elle est gardée comme une banque, il ne faut pas l'approcher. Et en fait, cette pierre de Scone, ce serait la pierre de Fal irlandaise qui serait disparue. Il y a un Fabien Régnier qui a fait un bouquin là-dessus, sur la pierre de royauté celtique, qui est très très bien. Et lui propose la thèse suivante. Les Irlandais auraient donné leur pierre de Fal aux Écossais. Et ces Écossais l'auraient entreposée à Scone. Elle serait devenue la pierre de Scone. Et le roi Édouard Ier, anglais, en 1206, si mes souvenirs sont bons, vont prendre cette pierre de Scone aux Écossais, ils vont l'emmener, et en 1308, elle sera enchâssée dans le trône de Westminster Abbey. Ce qui fait que tous les rois, toutes les reines d'Angleterre vont être couronnés sur cette pierre, jusqu'à Élisabeth d'Angleterre, là, le 2 juin 1953. Et alors, si vous avez été attentif, pas à Ouest France, ni au Télégramme, ni à La Montagne, la Nouvelle République du Centre, mais au journal Le Monde en 1996, eh bien, il s'est passé... Non, il faut y aller. Et alors, il s'est passé un truc fantastique, mais c'est passé complètement inaperçu. Les Anglais, en 96, ont rendu la pierre de Scone qu'ils avaient piquée en 1206 aux Écossais. Et la pierre de Scone est revenue dans une liesse incroyable à Édimbourg, et elle a été mise, à ce moment-là, dans le palais à Édimbourg. Et ce qui est génial, c'est qu'il n'y a pas longtemps, on écoutait à la radio une émission où, en Angleterre, là, bientôt, quand même, à un moment, la reine, il va bien falloir qu'elle cède sa place. Et ce qui était intéressant, c'est qu'on écoutait
le conservateur du palais d'Édimbourg qui était interrogé à ce sujet, il disait oui, on acceptera de leur reprêter notre pierre. Vous voyez, c'est quelque chose qui vit toujours, ça. Et donc, un an après, à l'occasion du 700e anniversaire de la bataille de Stirling, que vous connaissez tous. William Wallace. Ah ben voilà, voilà, Mel Gibson. Ça vous connaissez. Ça vous connaissez Mel Gibson. Et oui, le fameux Braveheart. Effectivement, William Wallace a fichu la pilée aux Anglais. Hein. Et donc, à la fameuse bataille de Stirling, en 1997, c'était le 700e anniversaire de la bataille de Stirling. Et c'est à ce moment-là qu'il y a eu le référendum sur l'Écosse. Hein. Alors, je comprends que vous n'ayez pas vu dans Le Monde ce fameux article, le 3 novembre 1993, la pierre de Scone est rentrée, 1996, la pierre de Scone est rentrée en Écosse. Mais quand même, vous auriez pu lire la tribune celtique, qui tire environ à 50 exemplaires. Peut-être que là... Non, c'est une excellente revue, mais je les taquine un peu, parce que c'est Fabien Régnier et toute la bande. Et donc, en fait, il n'y a que il n'y a que Le Monde, donc un journal vraiment à grand tirage, et donc la Tribune Celtique qui ont relaté cet événement. Et si vous allez à Bourges, au centre de la France, là, vous allez me dire, mais il est fou ce type quand même, il nous ramène à Bourges maintenant. Ah, attendez, rigolez pas, parce que Bourges est cité dans les romans du Graal, dans la Marche de Gaulle, dans le roman de Lancelot. Uther Pendragon, avait des problèmes avec le roi Claudas. Le roi Claudas qui était roi de Bourges. Et alors, qu'est-ce que va faire le roi Uther? Il va passer la Manche. Il va aller mettre une déculottée, ça y est, je fatigue moi, à Claudas. Il va brûler toutes les villes du roi Claudas, sauf une, Bourges. Tout simplement parce qu'il se souvenait d'y avoir passé son adolescence. Donc, les romans du Graal, au XIIIe siècle, nous disent que Uther Pendragon, le père d'Arthur, avait passé son adolescence à Bourges. Alors vous allez me dire, mais c'est vrai ça? J'en sais rien. Uther Pendragon n'a même pas existé, Arthur non plus. Mais ce qui est intéressant, c'est que la tradition du Graal relie Bourges donc à la notion de royauté. Et savez-vous comment s'appelait, c'est pour ça que je parle de Bourges, savez-vous comment s'appelait le peuple gaulois dont Bourges était la capitale il y a 25 siècles? Oh, je m'en veux. C'est pas possible, je me tue, je m'échine depuis 30 ans à raconter les mêmes histoires. Vous en êtes pas loin. Les Bituriges. Burgonde, c'est après. Hein. Et puis, c'est pas cette région-là. Bituriges. Alors, vous allez me dire, oui, on voit bien que vous en abusez. Vu ce que vous nous racontez. Bituriges. Rige. C'est facile, ça veut dire roi. Bitu, ça veut dire monde. Les Bituriges sont les rois du monde, ou rois perpétuels. Et Tite-Live, qui est un auteur ancien, nous dit que du temps où Tarquin l'Ancien régnait à Rome, c'est-à-dire 7 siècles avant notre ère, eh bien, quand les Celtes ont besoin d'un roi, ils vont le chercher chez les Bituriges. Et encore aujourd'hui, si vous allez à Bourges sur la place Gordenne, vous allez voir une pierre qu'on appelle pierre de Calvin. Alors, cette pierre, pourquoi elle s'appelle pierre de Calvin? Parce que tout simplement, le théologien a été monté sur cette pierre quand il est venu à Bourges pour faire son discours. Mais en fait, cette pierre-là s'appelle réellement la pierre de la crie. Donc ça nous rappelle le cri que doit pousser la pierre de légitimité royale. Hein. Donc vous voyez bien, ce que je suis en train d'essayer de vous faire voir, c'est que nous sommes tous, moi y compris, des amnésiques sur le plan de notre terre, et de la spiritualité de notre terre, mais que si nous voulons bien creuser un peu, ben, on a des tas d'éléments qui nous permettent de réintégrer une part de cette mémoire. Hein. Alors, cette fameuse pierre, ben la voilà cette fameuse pierre, sur laquelle est posé l'enclume, sur laquelle est fichée l'épée, c'est la pierre de légitimité royale des Celtes. C'est la pierre de Phalles, c'est la christianisation. Vous auriez dû me reprendre. C'est la christianisation de la pierre de Phalles, de la pierre de Scone, de la pierre de légitimité des Celtes. Et puis, l'épée, donc, Excalibur, Philippe Lavenu, qui a écrit un bouquin très intéressant sur l'ésotérisme du Graal, nous a donné une étymologie fantastique, mais comme je n'ai pas de mémoire, je l'avais noté,
Enfin, ça veut dire, hein, il a une formule latine pour Excalibur. Ah bah si, ça doit être là-dedans. Ah voilà. Comment? Bah non, c'est pas là. Ah voilà. Alors, excusez-moi, je vais mal le prononcer. Ex caelo boreo. C'est-à-dire issu du ciel polaire. Alors, c'est curieux parce que dans les romans du Graal, vous verrez, dans plusieurs romans du Graal, on vous dira que l'épée Excalibur a été forgée en Avalon. Ah, tiens, Avalon, il faudra que j'oublie pas de vous en parler avant que vous partiez. Hein. Mais donc cette épée a été forgée dans Avalon, c'est l'autre monde, a été forgée dans l'autre monde. Mais cette épée, en tout cas, elle a une origine céleste, elle a une origine divine. Bon, alors, il faut savoir que, comme Merlin est la christianisation du dieu des druides, Arthur va être la christianisation du dieu celte des rois. Et dans la tradition celtique antique, en Irlande, on a un dieu qui s'appelle Nuada, et le signe de son pouvoir royal, c'est une épée. Donc, en fait, l'épée Excalibur va être la christianisation de l'épée du roi Nuada dans le monde celtique antique. Bon, allez, puisqu'on en était à Avalon. Avalon dans l'Yonne. Vous connaissez tous Avalon dans l'Yonne, quand même. Il y a Auxerre. Enfin bon, juste après le roi Merlin et puis le Sébati. Avalon. Avalon, ça vient du nom breton de la pomme qui est Aval ou Avalou. Hein? Et en fait, Avalon va être la christianisation de l'autre monde celtique. Parce que dans la tradition celtique antique, l'autre monde se présente sous la forme d'une île qui est au-delà des mers, dans la direction du soleil couchant, hein, vers l'ouest. Et effectivement, pour pouvoir s'y rendre, eh bien, il faut emprunter la voie de l'eau, donc une barque qu'on va retrouver sous la forme de la barge d'Avalon dans les romans du Graal. Cette barge d'Avalon, sur laquelle Arthur, qui va être mortellement blessé à la bataille de Calnand, va être emmené par sa sœur Morgane. Hein. Et alors, je vous ai dit, Avalon, Aval, Avalou, c'est le nom de la pomme. Dans la tradition celtique antique, donc cette île, elle est plantée de pommiers. Elle est plantée de pommiers qui ont des pommes d'or. Alors, ce qui est superbe, c'est que cette pomme d'or, vous la croquez, elle se reconstitue. Alors, pour croquer les pommes d'or, mais vous la croquez, elle se reconstitue immédiatement et vous êtes rassasié pendant 40 jours. Tiens, on a encore l'histoire qu'on avait avec le Graal tout à l'heure, hein, c'est-à-dire d'abondance. Et alors, finalement, Avalon, ça va être l'île aux pommiers du monde celtique antique qui va être christianisée. Où j'en suis maintenant, que j'oublie rien. Morgane, Viviane, Guenièvre. Bon, tout à l'heure, je vous ai dit que le roi était l'axe du monde. Bien. Pourquoi il est l'axe du monde? C'est qu'en fait, il va être un canal. Et il va être le canal des bienfaits de la grande déesse. En fait, le roi, dans la tradition celtique antique, il est l'époux de la grande déesse. Il est le mari de la grande déesse. Évidemment, ça ne va pas lui suffire. Hein, parce que quand on voit les chevaliers dans les romans du Graal, ils ont une libido quand même très développée. Ceci dit, pour pouvoir atteindre le Graal, il n'y en a que 3 qui pourront le voir. Il faut être soit vierge, ce sera le cas de Galahad, ou alors chaste. Ce sera le cas de Perceval et de Bor. Ou alors très vieux, peut-être. Je veux bien voir le Graal très vieux, mais voilà, pour l'instant, ça ne m'intéresse pas. Bon, toujours est-il que, malgré tout, mais en fait, tout ce qui empêche les chevaliers du Graal de pouvoir accéder justement au Graal, c'est justement d'être soumis à leur passion. Hein. Évidemment, c'est ça ce que ça représente. Cet interdit finalement sur la sexualité dans les romans du Graal. C'est ça ce que montre cet interdit, c'est que si vous êtes soumis à vos passions, vous ne pouvez pas, et dans les traditions initiatiques d'aujourd'hui encore, la première chose qu'on essaye de vous apprendre, c'est justement à maîtriser vos passions pour pouvoir espérer un jour pouvoir vous élever un peu. Hein. Bon. Donc, le roi est l'époux de la grande déesse. Donc, la représentante
de la grande déesse sur Terre, ça va être l'épouse du roi. Donc, dans le cas qui nous occupe, Guenièvre. Hein. Guenièvre, son nom veut dire fantôme blanc. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Un fantôme, ça vient d'où? Ça vient de l'autre monde. Il y a la connotation de blancheur et de pureté, évidemment. Donc, elle va être l'un des avatars de la grande déesse. Oui, mais dans la tradition celtique antique, comme dans beaucoup d'autres, la grande déesse, elle est triple. Le Triskel, par exemple, arrêtez de dire que le Triskel, c'est les éléments. Hein. C'est pas bon. Non, c'est pas bon. D'abord, il y aurait que 3 éléments. Ah oui, mais vous dit Wikipédia. Il y a l'air, le machin, et puis le 4e élément, il est au milieu. Ah, d'accord. Oui, mais sauf que dans la tradition celtique antique, il y a 5 éléments, donc ça ne marche pas. Par contre, ce Triskel, qui va être on peut y voir un symbole, enfin, suivant le sens de rotation, on peut y voir un symbole solaire ou un sens lunaire, mais en tout cas, ça va être un symbole dynamique, ça va être un symbole de vie. Hein. Et donc, en fait, dans le Triskel, je ne vous dis pas qu'il faut voir, mais qu'on peut voir le symbole de la triple déesse. Mais pourquoi donc est-elle triple? Pourquoi elle ne serait pas quadruple, quintuple? Elle est aussi attachée au nombre 5. Mais... Ah oui, non, mais attendez, c'est eux qui l'ont piqué, ça. Non, c'est pas parce que la Trinité. Mais effectivement, le christianisme va le reprendre. Et c'est pour ça qu'on peut très bien voir dans une église comme celle d'à côté, qui est merveilleuse, on peut très bien voir un Triskel sans que ça dérange personne, parce que ça sera effectivement l'image de la Trinité. Ça pose aucun problème. Hein. Mais en fait, pourquoi la déesse va être triple? Eh bien, parce que comme elle est génératrice de vie, la vie ne se fait pas dans la stagnation, mais la vie se fait dans l'opposition. Hein. C'est-à-dire qu'il va y avoir, finalement, ce fameux Triskel peut représenter par une branche un aspect évolutif, positif, et puis dans une autre branche, un aspect involutif, négatif. C'est pas en termes de valeur, hein, je suis en termes de polarité, là. Et puis la 3e branche, qui va avoir un aspect équilibrant. Hein. Donc, en fait, si vous voulez, la vie, c'est l'opposition, mais dans l'équilibre. Et c'est ça le symbole de la grande déesse qui donne la vie. Donc, en fait, Guenièvre est un des aspects de la grande déesse, mais l'aspect équilibrant. Et Morgane et Viviane vont être les 2 aspects. Morgane, qui est toujours représentée sombre, maléfique, c'est dommage, va représenter le pôle sombre, et puis le pôle involutif, si vous voulez, et puis Viviane, elle, blonde, la gentille, etc. Quand vous voyez qu'elle enserre Merlin, quand même, il n'est pas obligé d'être bonnet à ce point-ci, mais Viviane, elle, va être le pôle lumineux. Donc, en fait, Viviane, Morgane, Guenièvre sont 3 facettes d'une seule et même entité qui est la grande déesse. Et j'en veux pour preuve que Morgane et Viviane prennent soin toutes les 2 de la royauté. Morgane, quand Arthur est blessé, elle l'emmène en Avalon pour le soigner. Donc c'est pas une si mauvaise fille. Et Viviane, qu'est-ce qu'elle fait au moment où Arthur est blessé à la bataille de Camelland? Il est avec un chevalier qui s'appelle Girflet, hein, avec un chevalier qui est là, et bon, alors tout le monde est mort, tout autour, hein, c'est la fin des aventures. Et donc Arthur est là, je vais vous faire Arthur. Ah, merci. Et il a Excalibur. Et cette épée Excalibur, il n'y a que lui qui peut l'avoir en main. Donc personne d'autre ne peut l'avoir. Donc il va falloir faire quoi? Lui couper la main, oui, bon, bien sûr. Non mais attendez, vous ne trouvez pas qu'il souffre assez? Oh non. Ah, franchement, jusque-là, je vous sentais plutôt... Enfin, mais... Bon, bah non, de toute façon, oui, c'est vrai, on aurait pu lui couper la main. Hein. Au point où il en était. Mais non, il faut qu'il rende l'épée à qui de droit? À Viviane. Et là, tout d'un coup, il va dire à Girflet, il va lui dire, prends l'épée et jette-la dans... Alors, suivant les versions, ils sont au bord de la mer ou au bord d'un étang, etc. Jette-la dans l'eau. Et Girflet, vous vous rendez compte, il est là avec l'épée et le fourreau. C'est pas possible, lui, il connaît... Imaginez, hein, quand Arthur sortait Excalibur du fourreau, il y avait des flammes qui jaillissaient. C'est fou, quoi. Un javelot foudre, ça apparaît ça, le javelot foudre, dans la tradition celtique antique. Bon, on va quand même pas balancer ça dans l'eau, quand même.
Alors Giroflée, qu'est-ce qu'il va faire au début? Il va aller planquer l'épée dans un buisson, et puis il va revenir et dire, ça y est, j'ai jeté l'épée. Et le roi Arthur va lui dire, qu'est-ce que tu as vu? Oh ben, j'ai jeté l'épée dans l'eau, puis elle est tombée dans l'eau. Bon, ben alors retourne, tu l'as pas jetée. Parce que lui, Arthur, sait très bien ce qui va se passer. Retourne chercher l'épée, puis là, non, quand même, je vais pas jeter l'épée Excalibur dans l'eau, tout de même, c'est pas possible. Alors il prend le fourreau, et il lance le fourreau dans l'eau. Le fourreau coule, hein. Alors il revient. Arthur dit à Giroflée, qu'est-ce que tu as vu? Bah, elle est tombée dans l'eau. Non, alors tu l'as pas jetée, retourne l'acheter dans l'eau. Et là, évidemment, à la troisième fois, Giroflée consent à jeter l'épée dans l'eau. Et là, que voit Giroflée? Une main, un bras qui sortent de l'étang. La main saisit l'épée et l'emmène dans les flots. Elle la ramène où? Eh bien, c'est Viviane qui la prend. Et elle la ramène dans l'eau, et elle la ramène dans l'autre monde. Parce que souvenez-vous, tout à l'heure, hein, le passage de l'eau, c'est le passage vers l'autre monde. Et donc ça veut dire que là, tout d'un coup, avec Viviane et Morgane, on a deux fées qui en fait sont la christianisation de la grande déesse mère des Celtes, les deux pôles opposés, et qui prennent soin toutes les deux de la royauté. Alors vous allez me dire, mais c'est bizarre à ce moment-là, pourquoi il y a ces deux pôles? Il faut savoir que dans la tradition celtique antique, si vous lisez un texte qui s'appelle la légende de Morgane, si ma mémoire est bonne, on va vous expliquer que l'Irlande antique était gouvernée par deux rois, qui s'appelaient tous les deux Fiacra. Il faut savoir que Fiacre, ça veut dire corbeau. On revient au Brennos de tout à l'heure. Fiacra Dub et Fiacra Find. Dub, ça veut dire sombre. Et Find, ça veut dire blanc. Tiens, l'Irlande antique, mythique, bien sûr, était gouvernée par deux rois en même temps, de même nom, un blanc et un noir. Oui, mais je vous ai expliqué tout à l'heure que, je ne vous l'ai peut-être pas dit d'ailleurs, mais l'élection du roi était contrôlée par le druide. Et j'ai oublié de vous dire aussi que s'il y avait trois classes dans la société celtique, l'équilibre de la société celtique, ça me paraît tout évident, ça fait 30 ans que je raconte ça, l'équilibre de la société celtique est régi par, on dit, le couple druide-roi. C'est-à-dire qu'on a toujours, quand on a un roi, il a toujours un druide de tutelle. Hein. Je crois que c'est dans La Rasière des vaches de coulée, qui est un texte de la mythologie irlandaise où on peut lire « C'était un interdit du roi que de parler avant son druide ». Et puis, on a un rhéteur grec du 1er siècle de notre ère, Don Chrysostome, qui dit, là sur le plan historique, les Celtes avaient des mages, des druides, et sans eux, il n'était permis au roi ni de décider, ni d'agir. Hein. Donc, on a une société celtique qui est tripartite, mais on a au-dessus une clé de voûte qui, si on fait une lecture rapide, semble être bipolaire. Mais non, dans ce que je viens de vous raconter, là, avec l'histoire de Fiacra Dub et Fiacra Find, si un roi a un druide de tutelle, ça veut dire qu'on a un roi blanc, un roi noir et un druide de tutelle. On retrouve, on pourrait illustrer ça par le Triskel finalement. Et donc, Dub veut dire noir, Find veut dire blanc. Ben, ce nombre 3 là, vous le retrouvez dans toutes les traditions. Hein. Même Platon en a parlé. C'est le nombre de l'équilibre des contraires par excellence. Donc un bon gouvernement, c'est celui qui arrive à gouverner en faisant l'équilibre des contraires. Hein. Bon. Donc, en fait, Viviane va représenter le côté Find, le côté blanc de la royauté, et Morgane va représenter le côté sombre, le côté Dub de la royauté, hein, tout simplement. Et Saint-Fiacre, vous connaissez tous Saint-Fiacre, bien c'est la christianisation de ce fameux roi d'Irlande, hein, en fait c'est plutôt un archétype qu'autre chose, qui s'appelle Fiacra. Bon, ceci dit, quand on regarde le monde celtique antique, c'est un monde de guerriers paysans. Donc tout ce dont je viens de vous parler, là, ça rejoint tout ça. Hein. Donc on va retrouver ça avec cette Morgane et cette Viviane et cette Guenièvre, cet aspect du 3 qui équilibre les contraires. Et alors, Morgane, elle est la christianisation d'une déesse guerrière qui s'appelle Morrigan, qu'on trouve dans la tradition celtique antique, et cette Morrigan, elle plane au-dessus des champs de bataille sous la forme d'une corneille. Hein.
Et si vous écoutez bien, quand vous prononcez les mots Morgane, Viviane, bien vous retrouvez une terminaison qui est identique. Hein. Alors il se pourrait bien que ce soit Morgana et Viviana. Et quand je vous aurais dit que le monde celtique antique a l'air d'être polythéiste, mais que ça n'est pas vrai, qu'en fait, tous les multiples dieux de la tradition celtique antique ne sont que les multiples facettes d'une entité qui est féminine et qui s'appelle Anna. Donc, dans le Morgana et Viviana, on va retrouver le fameux Anna, la grande déesse mère dont je vous parlais tout à l'heure. Je pourrais vous parler de Lancelot aussi. Hein? Lancelot, c'est un jeune guerrier. Alors ceci dit, non, je ne vais pas vous raconter ça parce qu'il y a aussi une fausse Guenièvre. Et moi, à mon avis, quand Lancelot a fauté, c'était avec la fausse. Mais bon, non, mais c'est bon, je ne veux pas aller l'excuser. Mais Lancelot, c'est la christianisation aussi d'un dieu guerrier par excellence. Et le dieu guerrier par excellence, hein, Lancelot, on le représente toujours comme l'adolescent, le jeune, le beau, etc. Eh bien, on a dans la tradition celtique antique un dieu qui s'appelle Lugh, et quand il apparaît sous la forme d'un jeune guerrier. Et ça va être aussi, Lancelot va être la christianisation de ce dieu Lugh. Donc, ce que je voulais vous faire comprendre là un petit peu, quelle heure est-il? Bon, j'en ai pas marre, je m'en fous, mais c'est peut-être pour vous. Peut-être que vous avez un autre truc à faire. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que tous les personnages, du moins là je vous ai parlé des personnages majeurs de la tradition du Graal, avec leurs différents attributs, sont la christianisation de mythes et d'archétypes celtiques. Bien. Alors, finalement, maintenant, on va terminer avec un peu avec Perceval. Je ne sais pas si vous connaissez un peu Perceval, le Gallois de Chrétien de Troyes. Perceval, c'est un enfant, finalement, qui est orphelin. Pourquoi? Parce que son père, qui était chevalier, eh bien, il a été tué dans des combats. Alors sa mère veut le protéger absolument. Elle lui a jamais raconté cette histoire. Et puis, un beau jour, il est en train de s'amuser comme ça dans la campagne, et puis il voit arriver des chevaliers du roi Arthur. Oh, il les prend pour des anges. Il les prend pour des anges. Et donc, il lui explique, non, on est des chevaliers du roi Arthur, on a des choses à faire, etc. Et lui, tout de suite, il n'a qu'une seule envie, c'est d'être chevalier. Oui, mais sa mère va mourir de chagrin parce que c'est ce qu'elle avait voulu le protéger de ça, depuis toujours. Et en fait, elle lui avait caché son nom. Et au bout d'un moment, dans toutes ses aventures, il va rencontrer effectivement un roi qu'on appelle le roi pêcheur. C'est-à-dire qu'il va arriver, il va trouver un type qui est dans sa barque en train de pêcher. Il fait que ça de toute sa journée. Et pourquoi il fait ça de toute sa journée? Parce qu'il est blessé. Et il est blessé à la cuisse. Alors, c'est un euphémisme ça. La cuisse désigne les organes sexuels. Si le roi est blessé à la cuisse, le roi pêcheur, c'est qu'il n'a plus son pouvoir de fécondation. Donc il ne peut plus donner la vie, et ce qui fait que sa blessure est disqualifiante, il ne peut plus être roi. Et sa terre est gaste, c'est-à-dire qu'elle est désolée, elle est aride, les champs ne donnent plus de récolte, les arbres ne donnent plus de fruits, les animaux ne donnent plus de petits, les femmes ne donnent plus de bébés. C'est terrible, c'est terrible. Alors, le roi pêcheur pêche. Pêche quoi? À votre avis? Des poissons, évidemment. C'est fou, à chaque fois que je le fais, ça vous hésitez. Vous avez peur qu'on vous dise non, c'est une vieille godasse qui est sortie. Non, le poisson. Le poisson est le symbole des chrétiens, vous allez me dire. Bah oui, mais sauf que d'accord, on est bien d'accord, le poisson est le symbole des premiers chrétiens. C'était le signe pour se reconnaître, oui, c'est très très bien. Mais dans la tradition celtique antique, je vous ai parlé du symbole du guerrier qui était l'ours. Il y a un des symboles du druide qui est le saumon. Pourquoi le saumon est-il le symbole du druide? Tout simplement parce que le saumon a cette particularité du plus profond des mers où il est arrivé, il va remonter jusqu'à la source qu'il a vu naître. Donc ce qui fait que le saumon, ça va devenir le symbole de l'initié qui remonte à la source.
Et en fait, ce pauvre roi pêcheur, quand il est blessé, il a perdu contact avec la source. Il n'est plus l'époux de la grande déesse. Donc il passe son temps à essayer d'attraper, le conte ne nous le dit pas, mais certainement des saumons, évidemment. Bon, alors, le roi pêcheur invite Perceval, le soir, à dîner chez lui. Bon, très bien. Il y a une superbe fête. On voit un cortège qui passe. Alors, suivant les versions, vous avez soit ce qu'on appelle un Graal, on ne sait pas trop ce que c'est, un plat avec une tête coupée, une lance qui saigne, etc. Il faut avouer quand même que c'est bizarre comme cortège. Si vous aviez été à la place de Perceval, vous, et si vous aviez vu passer ce cortège plusieurs fois, qu'est-ce que vous auriez fait? Comment? Oui, ça fait peur. Hein. On n'aurait pas voulu être chevalier. Ah, non, bon, on l'a refait. Qu'est-ce que vous auriez fait si vous aviez vu passer un cortège bizarre comme ça? On aurait posé la question. Eh bien oui, vous auriez posé la question, vous auriez dit... Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes tous d'accord là-dessus? Quelle heure est-il aussi? On aurait pu. Alors, effectivement, la première chose qui nous vient, et je ne vous ai pas raconté la suite, hein, c'est pour ça que la première chose qui nous vient, c'est qu'est-ce que c'est? Perceval, il ne la posera pas. Mais le cortège va dans une chambre à côté et il va nourrir quelqu'un. Que devrait poser Perceval comme question? Qui? Ah! À qui fait-on le service du Graal? À qui on fait le service du Graal? La question, c'est pas tant qu'est-ce que c'est. La question, c'est à qui fait-on le service du Graal? Mais lui, il va poser aucune question, il s'en va. Et le lendemain, il va retrouver le château complètement désert, son cheval prêt, etc. Il va absolument rien comprendre. Et puis, au bout d'un moment, à la fin de ses aventures, il va rencontrer un ermite qui va lui révéler ce qui s'était passé dans ce château du Graal. Et il va lui dire, en fait, celui qui est dans la chambre et à qui on fait le service du Graal, c'est mon frère. Ta mère que tu as fait mourir était ma sœur. Donc celui qui est dans la chambre du Graal, c'est qui par rapport à Perceval? C'est son oncle. Donc tout d'un coup, on se dit, mais tout ça, c'est une histoire de famille. Et en plus, Perceval, comme Lancelot dans le livre de Lancelot, vont être tenus dans l'ignorance de leur nom jusqu'à un certain moment. Et il y a un moment où ils vont apprendre leur nom. Donc, ce qui fait que, on parle de Perceval, mais que ce soit Perceval ou Lancelot, sont dans une quête où ils ne savent pas qui ils sont, et dans une quête, effectivement, où ils ne savent pas où ils vont, et à quoi tout ça sert, à qui sert-on le Graal? Alors, moi j'ai toujours l'habitude de dire, mais tout ce qui m'a amené là aujourd'hui, c'est il y a environ 35 ans, c'est mon désir de connaître mes ascendants. Je connaissais que ma grand-mère maternelle, je connaissais que mon grand-père maternel, je ne connaissais pas ma grand-mère maternelle, et je connaissais mon grand-père paternel, je l'avais vu une seule fois quand j'avais 5 ou 6 ans, il m'avait traité de petit con. Donc, ça avait été rapide, quoi. Hein. Mais tout d'un coup, et je pense que ça arrive à beaucoup de gens parmi vous, on a envie de savoir d'où on vient. Et moi, je sais que j'ai eu envie de me lancer dans ma généalogie. Et je me suis lancé là-dedans et on découvre des merveilles. C'est incroyable, quoi. Hein, c'est complètement incroyable. Et là, tout d'un coup, moi, j'étais dans une espèce de quête de chair. Hein. Et je me suis aperçu que ce qui m'intéressait quand j'allais dans les archives, dans les mairies, ce qui m'intéressait surtout, c'était de voir, bien sûr que mes ancêtres m'intéressaient, mais ce qui m'intéressait plus, c'était de voir les métiers qu'ils avaient faits, de voir les lieux sur lesquels ils avaient vécu. Et je me suis aperçu tout d'un coup que d'une quête de généalogie de chair, je passais à une quête de généalogie de terre. Et c'est là où j'ai commencé à m'intéresser beaucoup à la toponymie, c'est-à-dire à la science des noms de lieux. Et en fait, je crois très simplement que nous sommes tous dans une quête, bon, c'est pas un scoop, de racines, hein, mais pas seulement, on ne veut pas savoir seulement qui était notre papy, notre mamie, etc., nos arrières, c'est pas seulement ça.
La grande question, c'est d'où je viens. Hein. Et en fait, la quête de Perceval, c'est une quête de généalogie. C'est une quête de racines. Hein. Je vous dis encore, ça va au-delà de la généalogie de chair. Hein. Et donc, en fait, le roman de Perceval, quand on va le lire bien sérieusement, autrement que comme une petite historiette qui n'a ni queue ni tête, parce que parfois ça ressemble à ça, on est convié tout d'un coup à faire une quête vers la source. Et on s'aperçoit qu'en fait, nous sommes nous-mêmes des rois pécheurs, nous portons nous-mêmes en nous une blessure. Alors on peut le lire sur un plan complètement psychanalytique horizontal, mais ça, c'est pas intéressant. Tout d'un coup, il faut prendre conscience qu'il faut le lire dans un plan vertical. Et ça veut dire que, d'où venons-nous? Et cette forêt de pimpon brocéliande, avec ces mythes du Graal qui cachent la forêt derrière, elle nous invite exactement à ça. Et c'est pour ça que vous êtes tellement accro à cette forêt de brocéliande, à mon avis, que je suis tellement accro à elle aussi. C'est parce que c'est un fameux laboratoire qui nous permet de faire la réintégration de nos racines. Et ça va même beaucoup plus loin, parce que vous allez me dire, bah oui, mais c'est bien joli, là. Ça tourne depuis à peu près 13 milliards 7, cette histoire-là. Là. Alors vous pensez bien, vos druides, vos Gaulois, etc., c'est petit, hein. Si on prend l'histoire de la naissance du monde, de notre monde, si on la compare à une grosse encyclopédie, notre histoire depuis 25 siècles, c'est 2 lignes dedans. Donc ça nous ramène beaucoup plus loin que ça. Et oui, ça nous ramène beaucoup plus loin que ça. Parce que quand on lit aussi bien la quête du Saint Graal que l'histoire de Perceval, à chaque fois que le Graal apparaît, il y a un énorme bruit qui se fait entendre, et il y a une énorme lumière. Il y a même un roi à un moment dans le livre de Joseph d'Arimathie, et Valak, il regarde le Graal, il est aveuglé. Donc c'est une énorme lumière. Donc le Graal, quand il arrive, c'est synonyme d'une explosion et d'une grande lumière. Et en fait, on s'aperçoit que le Graal, j'ai un collègue là, qui écrit un truc magnifique qui s'appelle le Graal quantique. Moi, j'ai pas beaucoup de succès parce que je ne mets pas de quantique dans mes conférences. Parce que quantique, maintenant, c'est porteur, quoi. Mais il a raison, il a fait un bouquin excellent qui nous dit qu'en fait, ce que raconte l'arrivée du Graal, c'est l'explosion de ce fameux œuf cosmique dont toutes les traditions, la tradition brahmanique, la tradition celtique nous parlent, hein, et dont les astrophysiciens d'aujourd'hui nous parlent sous la forme du Big Bang. Ils ne sont pas tous d'accord sur la façon dont ça s'est passé, mais quand même. Et en fait, c'est ça. Ça nous ramène aux origines du monde. L'autre jour, j'étais sur FR3 et la journaliste m'interviewe. Alors, oui, Jean-Claude Capelli, un druide, ça sert à quoi? Et je lui fais, elle était charmante, hein. Et je lui dis, mais ça sert à assurer l'équilibre du monde. Ah bah tu fais pas bien ton boulot alors, elle m'a pas dit, hein. Alors elle m'a regardé, elle a trouvé que j'étais vachement prétentieux. Mais vous êtes à la télé, vous avez 2 minutes 40 pour dire un truc. Et effectivement, mais pas seulement un druide, n'importe quel être humain, il est là pour faire l'équilibre du monde. C'est-à-dire que nous sommes tous responsables de l'équilibre du monde. C'est ce que je dis souvent, souvenez-vous, le roi qui est l'axe du monde. Ben, on est tous appelés à être des petites reines, des petits rois, et à rayonner sur notre propre royaume. C'est-à-dire que là, rayonner sur 1 mètre, sur 2 mètres, sur 4 mètres, dans votre famille, dans vos associations, dans votre boulot, etc. C'est à ça qu'on est appelé. Hein. Mais pour pouvoir le faire, il faut faire comme le saumon et remonter à la source. Et la source, c'est la naissance de notre univers. Hein. Et c'est ce que nous raconte notamment Perceval. Relisez ça. C'est ce que nous raconte Perceval. C'est un retour, c'est une quête de racines, mais qui va au-delà d'une quête, je vous dis, de chair, hein, qui nous ramène réellement aux origines du monde. La question de Perceval, c'est quelle est ton origine? Voilà, c'est ça. Hein. J'avais vraiment pas prévu de vous parler de ça là-dedans, et c'est quand même curieux parce qu'à chaque fois c'est pareil. Il faudrait que j'arrête de m'ennuyer à faire tirer des trucs à mon imprimante qu'on peut plus. Et voilà, mais en tout cas. Et c'est pour ça que je pense réellement qu'il y a d'autres lieux de mémoire pour nous. Hein. Aller, par exemple, à côté d'Autun, sur le mont Beuvray. Le mont Beuvray doit son nom au nom gaulois du castor.
Babe Ruth. Hein. Le Mont Beuvray, c'est là où il y a le musée de la tradition celtique qui a été créé grâce à François Mitterrand. Et c'est le lieu de l'antique cité de Bibracte, qui était la capitale des Gaulois qui habitaient là à ce moment-là, hein, il y a 25 siècles, les Éduins. Et si vous lisez la guerre des Gaules de César, vous verrez que c'est à Bibracte que Vercingétorix a reçu le commandement de la coalition gauloise contre Rome. Et c'est sincèrement, moi souvent j'ai des gens, alors il y a les gens qui me disent ouais, on veut voir des arbres druidiques ici, bon, non, on veut voir des pierres druidiques, non, on veut venir ressentir les énergies avec un Z. Alors, ce monde-là dans lequel on vit, il est énergie, partout. Hein. Donc des lieux d'énergie, il y en a partout. Donc sur Brocéliande, Paimpont-Brocéliande, il y en a, évidemment. Mais je veux dire que ce n'est pas ça qui fait la nature et l'identité de cette forêt. Alors, si vous êtes sensible, parce que je peux croire qu'on est sensible à ça, il n'y a aucun problème. Si vous êtes sensible à ce genre de manifestation du vivant, mais il y a plein d'autres lieux, et notamment ce lieu, le Mont Beuvray. Celui ou celle qui va sur ce lieu et qui me dit que ça ne vivra pas plus qu'ici, bah c'est un menteur ou une menteuse. Alors, c'est aussi un lieu de mémoire très très fort. Mais je pense que, évidemment, là-bas, c'est un lieu de mémoire très très fort historique, mais même mythique et mythologique, mais c'est réellement relié à l'histoire. Tandis qu'ici, ce qu'on a là, ici, en forêt de Paimpont, on est réellement en prise avec le mythe. Hein. On est vraiment dans une pensée mythique, on est vraiment dans un imaginaire occidental qui regroupe à la fois effectivement la pensée celtique antique à travers l'expression des romans du Graal. Donc voilà, si j'ai réussi à vous convaincre que les romans du Graal, c'est superbe, mais que c'est l'arbre qui cache la forêt qu'il faut aller voir derrière, j'aurai rempli mon contrat cet après-midi. Et je vous remercie d'avoir été aussi attentif. Merci. Voilà.